que ça te rend fier de toi ? Je pourrais presque m'arrêter là. La souffrance devrait toujours être un état inacceptable. Accepter de souffrir, c'est coopérer avec le mal, c'est comploter contre soi et finir par quelque part aimer ça. C'est se saboter. Et je ne peux pas admettre dans le fond de mon cœur que toute une génération d'intrépides, d'artistes, d'audacieux soit vulgairement transformée en une cohorte d'esclaves au service d'un mal silencieux. Vous savez, on dit qu'il y a généralement 2 types de souffrances. Les souffrances publiques, celles que l'on voit, celles sur lesquelles les politiques font leurs promesses, celles dont on discute, et les autres. Les souffrances clandestines, tues, honteuses et cachées. Et celle dont nous allons parler aujourd'hui est une souffrance tue, une petite honte destructrice, peut-être même la principale honte de ma génération. Un mal rampant, intime et pourtant si commun. Scène d'ouverture, cas d'étude numéro 1. La petite honte universelle, le monstre de la pulsion. Je rentre chez moi, dans ce petit appartement immobile et poussiéreux, mais caché. Caché des attentes, caché des yeux du monde sur moi et caché du temps. Je laisse toujours mes volets fermés ici. C'est devenu un beau piège, cet endroit. J'arrive parfois à m'y détendre un peu, mais pas souvent. Quand j'y rentre en fin de journée, c'est comme si je laissais sur le pas de la porte un grand caban sombre et pesant, qui me voûte et me blesse les épaules. Je rentre ici convalescent, je rentre chez moi comme on rentre de guerre, plein d'odeurs et de crispations fantômes. Me rappeler à moi est devenu aussi rare que pénible, anesthésié par une journée à tout subir, à m'écraser tout le temps, sous le poids de ce que les gens ici appellent la vie. Ce répit secret au fond de mon petit appartement est mon dernier royaume, le moment où j'ai enfin le droit de tout ignorer. Silence, sommeil et douceur. Voilà tout ce que mon corps appelle. Oublier le monde et m'oublier tendrement. Le repos, voilà ce qu'il me faut. Le repos triste, peut-être, mais le repos quand même. Un presque rien, une dernière échappée de liberté dans un sommeil sans rêve. Voilà le luxe final qui fait encore tenir mon petit monde. Du moment que je possède encore ce secret lâcher-prise, dans ma petite prison familière à la lumière blanche aveuglante et aux meubles Ikea sans âme, je crois que je peux continuer de tenir. Je peux continuer de jouer le petit jeu social. Laissez-moi simplement tranquille. Laissez-moi un peu respirer. Laissez-moi enfin tout oublier. Mais je sais que je n'ai plus le droit à ce repos. Voyez-vous, le monde moderne se caractérise par l'omniprésence du mouvement et de l'implication. Je sens déjà frémir mon immondice. Le monde m'a suivi, ici, jusque sous mes draps. Alors que je m'assoupis à peine, ma carcasse encore fumante et fatiguée, une dégoûtante faiblesse gratte ma conscience, un parasite habitué, une idée qui me glace d'effroi. Malgré ma fatigue, je désire. Mon corps se détend. Je suis allongé sur mon petit matelas et à vrai dire, je n'ai rien d'autre à faire que de m'éteindre. Et pourtant, je sens que quelque chose en moi en a décidé autrement. Un monstre m'habite, quelque chose de gras qui ne dort jamais. Chose étrange, le désir qui m'accable ce soir n'a rien à voir avec celui que j'éprouve pour les femmes de ma vie. C'est un désir fantôme. Il ne vient pas du bas-ventre et encore moins du torse. Il vient de la tête, d'au-dessus de ma tête. C'est un désir pictural, un désir de forme. Ce n'est même pas exactement un désir, c'est une pulsion, sèche, triviale et idiote. Je veux
m'abandonner. Je veux voir, voir et voir encore. Je veux m'oublier dans l'immondice gratuite avant d'enfin m'endormir, les yeux pleins d'images et le monstre repu. Il ne me reste alors plus que la honte, dernier frêle barrage entre moi et l'acte. Elle est ma dernière alliée et comme d'habitude, elle finira par me donner le coup de grâce. L'envie d'être fier de moi et de pouvoir me regarder dans le miroir au matin ne pèse rien face à l'éreintante fatigue auquel se mêle le désir d'un lâcher-prise total et libidineux. Je n'ai plus le courage d'essayer d'être fier de moi. La prétention, voyez-vous, je l'ai laissée à la porte. Ici, chez moi, sous ma couette, dans ma petite caverne, j'éprouve une immense libération, à pouvoir être enfin moyen, ignoble et ratatiné. Alors, sans surprise, je cède. Je cède en pensant « j'ai le droit d'être misérable, laissez-moi tranquille, laissez-moi m'oublier dans la grande galerie organique défilante, laissez-moi n'être que le petit reptile amoindri et voyeur que je suis. Faites-moi oublier la responsabilité. Je veux régresser, jusqu'à ce que j'ai de plus méprisable, m'exciter artificiellement et enfin m'oublier. Dans un demi-râle médiocre qui ne retiendra même pas ma honte plus de quelques instants. Une fois l'acte achevé, après avoir navigué sur ce grand érotique pixelisé, laissez-moi me fuir. Mettez-moi de la musique forte, laissez-moi jeter ce téléphone, cet horrible objet. Laissez-moi me faire 1000 promesses, me sentir réduit, abîmé et sali. Laissez-moi me jurer que c'était la dernière fois, comme toutes les milliers de dernières fois depuis le début de mon adolescence. Laissez-moi haïr dans le vide et m'haïr magnifiquement. Donnez-moi une lucidité tranchante et blessante sur moi, sur mes actes et sur mes faiblesses. Laissez-moi croire au plus jamais, sans pour autant parvenir à soutenir mon propre regard dans le petit miroir de la salle de bain, le corps encore transpirant. Avoir honte de soi, c'est marcher dans un mazout collant, c'est avoir la nausée sans pouvoir rien expulser. C'est être bloqué dans un corps fautif tout en refusant d'être le coupable de ses propres actes. C'est une dissociation violente entre le moi trépignant et ridicule d'il y a un quart d'heure au fond de ses draps et le moi de maintenant, dégoûté de toutes ces images, de lui-même et de sa bassesse. Déçu de moi, prisonnier à demi déchargé et honteux, je m'endors, l'âme à nu, jouet d'une époque qui m'oppresse et se joue de ce que j'ai de plus beau. La journée se termine ainsi, dans un demi-plaisir coupable où le corps réussit la prouesse de finir plus chargé de honte et d'images du monde que de sommeil, de rêve et de vrai plaisir. Je ne rêverai pas. Je me réveillerai avec un sentiment de défaite secrète en bouche que je garderai jusqu'au soir, soir où le monstre réapparaîtra peut-être, s'accrochant à une journée pénible de plus pour me tirer vers lui et son érotique barbare. Fin de l'enregistrement. Vous ne vous sortirez pas tout seul de ce manège du désir plastique. Alors aujourd'hui, puisque comme beaucoup trop de jeunes gens de ma génération, j'ai connu, j'ai expérimenté et j'ai souffert de ce cycle du plaisir volé par les outils numériques, je vous ai préparé une réflexion sur ce porno monstre, pour que vous compreniez bien que les enjeux sont infiniment supérieurs à votre simple libido, à votre rapport à l'autre ou même à votre confiance en vous. Tout cela va bien au-delà. Ce nouveau mal, qui n'a rien à voir en comparaison de sa facilité d'accès et de son ampleur avec tout ce qu'avaient pu connaître nos aïeux, change radicalement la manière dont nous vivons nos existences, nos amours et nos vies. Ce n'est pas une mise en garde que je vous propose ce soir, mais une carte de tout ce que cette nouvelle industrie du désir fait à votre esprit. Car avant de vouloir s'extraire d'un mal, il convient de le cartographier scrupuleusement.
La première et principale question que j'ai à vous poser aujourd'hui, celle qui devrait vous dire si cette vidéo est faite pour vous, est la suivante. Ces moments de plaisir numérique, ces abdications quotidiennes, vous rendent-elles fiers de vous? Si la réponse est oui, eh bien, je n'ai rien à vous dire. Votre système de valeurs m'est tout étranger et grand bien vous fasse. Mais dans le cas contraire, si ces vagabondages pornographiques vous réduisent et vous blessent, alors, eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire bienvenue au dolmen. Je viens de publier mon premier livre, mon premier essai, S'anomaliser, démissionner du monde. Ce livre est un premier jet pour vos esprits. Vous y trouverez une suite de réflexions tranchantes sur l'époque, sur nos conditions numériques, sur la nécessité de se mettre en bordure du monde, sur la haine, l'amitié, le courage, l'art, la politique et d'autres secrets que je garde bien sûr pour les lecteurs et les lectrices. J'ai pensé ce livre comme un guide intime pour s'orienter dans une époque qui semble avoir perdu tout magnétisme inné. Vous êtes déjà plusieurs centaines à vous l'être procuré et vos retours me réjouissent. Merci pour votre soutien, votre lecture et votre fidélité au dolmen. Le livre est disponible en description. Je vous souhaite une bonne lecture. Détruire l'insignifiance. Vous savez ce que c'est le charme? Le charme, c'est une concomitance, la rencontre de plusieurs petits hasards qui, par une chimie inexplicable, semblent coïncider à merveille. Le charme, c'est le frisson inestimable qui remonte le long de votre dos lorsqu'au matin se mêle odeur d'un bon café, chaleur d'un soleil privilégié et vos pensées perdues dans le vague. C'est un moment charmant, ces moments où vous vous laissez partir, où le monde vous enrobe et vous fait danser de l'intérieur. Vous êtes alors comme un chat qui s'étend au soleil et qui offre son ventre doux au monde entier. Le charme, dans son acception amoureuse cette fois, eh bien c'est à peu près la même chose. C'est rencontrer un être qui, pour de secrètes et enchanteresques raisons, semble tout à fait coïncider avec votre monde. La pièce manquante d'un puzzle dont vous n'aviez même pas connaissance, mais qui se révèle brutalement, par le parfum, la voix, la présence d'un autre être humain. Le charme, au fond, c'est quand votre désir est rejoint dans une danse où il pensait à jamais demeurer seul. Bref, tout charme est une minuscule coïncidence, le point de rencontre de votre propre sensibilité avec le flux incessant du monde, une suspension presque illégale, tant elle est secrète et insaisissable. Ce sont de petits riens qui nous rendent la vie agréable, le genre de petits riens que détruit, sans préliminaire, le porno monstre, le genre de petits riens dont vous pensez peut-être même pouvoir vous passer, habitué que vous êtes à vivre en manque d'oxygène. Car on s'habitue très facilement à vivre amputé du beau et amputé du charme. Alors, qu'est-ce que la pornographie? Je veux dire au niveau mental et symbolique. Eh bien, c'est très simple. C'est la dilution du désir, la destruction du singulier et son passage à l'érotique collectif. C'est la fin de la beauté comme singulier de l'œil. Voilà comment les choses fonctionnent. On prend votre pulsion primordiale, on la sabote et on la prend en otage. Là où elle ne demandait qu'à s'accrocher au charme d'un être, à tout son corps, à sa voix, à ses moindres secrets, au jeu de ses doigts, à l'inflexion de sa voix, bref, à son mystère, on impose à la place un grand supermarché des corps. Il n'est dès lors plus question de douce accoutumance à l'autre, mais de souveraineté égoïste et minable. Votre désir n'est plus sublimé, il est au contraire nu, douloureusement nu. Vous devenez esclave pitoyable de vos élans, qui ne sont plus qu'une décharge. Votre sexualité numérique devient un simple moyen de réguler votre stress
et vos inhibitions personnelles. Votre désir ne construit plus, il vous shoote. Il ne vous élève plus, il vous fracasse à même le sol. Le porno-monstre prend en otage votre désir. Il fait de vous un désireux collectivisé, impatient, exigeant. Mais surtout, il fait de vous un voyeur assoiffé. Votre envie ne passe plus que par le voir. Voir des corps, peu importe quel corps, des montagnes de corps s'entassant les uns sur les autres. Votre désir est traîné loin de tout ce qu'il avait d'humain pour devenir un assoiffé idiot, primal, brut et organique. D'étranges fascinations s'installent dans votre esprit, des réflexes, des visions, des idées qui vous dégoûtent toujours un peu plus de vous. C'est comme ça que la dissociation s'installe, avec d'un côté le vous extérieur qui se croit encore capable d'aimer, qui conserve une certaine estime de lui, et le vous sous les draps, honteux et pris en otage. Le porno-monstre hypertrophie vos yeux et les relie directement à votre décharge physique, court-circuitant toute poésie, toute histoire et tout désir en réalité. Parce qu'il faut bien le dire, vous ne désirez pas ces corps. Lorsque vous vous perdez dans ces montagnes de fluides inconnus et vulgaires, vous ne les désirez pas. Vous êtes fasciné, obnubilé, mais vous ne les désirez pas. Pour vous, ils ne représentent rien au-delà de leur corps. Ce sont des images et plus vraiment des êtres. Ils n'expriment rien au-delà de leur immédiat physique. Vous êtes scotché sur cet écran, capturé par lui dans votre petite chambre sombre, parce qu'il touche quelque chose en vous de trop puissant pour que vous puissiez définitivement lui tourner le dos. Il excite un instinct extrêmement primaire et important. Alors oui, à force de passer dans ce grand manège qui prend en otage votre force primordiale et l'insulte, des choses en vous s'atrophient. Comme toujours, votre esprit s'adapte à ce que vous lui faites vivre. Votre désir, votre vision de vous-même et du monde dérive lentement. Comment pouviez-vous croire que relier votre désir vital à un écran et contourner toute poésie amoureuse allait être sans répercussion sur votre esprit? Pauvre fou, tout se paye et encore plus en ce qui concerne notre désir. Je ne vais pas vous mentir, la désintoxication sera longue et difficile. Désarmer toute une génération. L'énergie sexuelle est centrale. Dans toutes les cultures, tous les mythes, tous les courants de pensée, elle trouve sa place. Peu importe la manière dont on la nomme en réalité, que ce soit libido, volonté, force, désir ou amour, on parle au fond toujours de la même chose. En elle se trouve un puits inépuisable, qui fait d'ailleurs probablement tourner le monde tel que nous le connaissons. Cette énergie alimente l'art, l'idée, la conquête, la création. Et si l'on en croit certains penseurs, elle serait peut-être également à l'origine du lien social, c'est-à-dire de toute la société. Dérégler la fine aiguille du désir est donc extrêmement dangereux. C'est risquer de faire de l'homme un amorphe dépressif ou une brute idiote et dangereuse. L'homme décent est en effet un homme stabilisé dans son désir, capable bien sûr de l'exprimer, mais aussi de le sublimer, d'en faire une énergie subtile, joueuse et imprévisible. L'homme qui possède son désir est capable de le dédier à un être ou à un projet. Il le manie et négocie joliment avec lui. Il le sent, présent, omniprésent, mais il ne le subit pas. Il surplombe cette lave et se refuse à être dirigé par elle, encore plus si cette manipulation vient d'un petit appareil numérique vulgaire et castrateur. Il sait que le désir est une énergie magnifique qu'il convient de respecter. Il estime sa puissance, sa propre force créatrice et ne s'abaisse pas à la brader.
Il sait faire attendre son désir, le sculpte, l'enrobe et l'habille. Faire patienter sa propre envie. Voilà où tout naît. L'art comme l'amour, dans le repoussement du désir. Or, ce qu'il se passe aujourd'hui est à l'exact opposé de cette attente subtile et noble. Nous avons tous oublié cette noblesse, ce retard volontaire. Le porno-monstre fait de nous des jouisseurs immédiats. Il prend notre désir, le privatise. Nous devenons des précarisés anxieux, désirer et jouir en instantané, être toujours prêt à tout lâcher, à la moindre contrariété. Voilà notre seul horizon. Le monde nous stresse, l'exutoire numérique nous déstresse, fin, boucle infinie. Nous sommes prolétarisés de notre puissance amoureuse. Notre première énergie créative est détournée. Notre désir, je suis désolé de vous l'apprendre, ne nous appartient plus. Ma génération est née en même temps que la démocratisation de ce monstre. Nous n'avons encore aucun recul réel sur les effets monstrueux que ces mécanismes d'amputation du désir ont eu et continuent d'avoir encore aujourd'hui sur nos psychés. Nous sommes, pour ainsi dire, une génération banc d'essai, les premiers à devoir affronter une telle attaque frontale contre nos intimités. Alors, qui fera l'inventaire des dégâts ? Combien d'artistes morts dans l'œuf ? Combien de fougues créatrices à jamais ensevelies dans un petit onanisme numérique ? Combien d'ambitieux dont on a détruit industriellement la confiance en eux ? Combien d'esprits réduits à n'être que les esclaves de leurs propres désirs pavloviens ? La honte ne devrait pas être de notre côté, mais de celui de ceux qui nous ont laissé nous construire dans les bras de cette chose immonde, au nom d'une liberté et d'un tâtonnement adolescent. La pornographie généralisée n'agrandit aucun homme. Elle n'a rien appris, rien permis, rien construit. Elle n'a fait que nous endormir, nous détourner de la vie et de l'art. Elle nous a rendus détestables à nous-mêmes. Toute une génération de jeunes hommes amputés de leur puissance amoureuse. Voilà le cimetière invisible de ce début de siècle, la note qu'il faudra un jour payer. Je vais vous le dire simplement. La pornographie est une désillusion. Et comme toute désillusion, elle appauvrit l'être. Elle rend l'individu incapable de toucher du doigt le haut de la gamme des sentiments humains. Le porno-monstre déshabille le désir, en fait un simple échange, frustration contre décharge. L'amour devient donc une inutile futilité, prenant beaucoup trop son temps, un théâtre presque bourgeois, auquel le jouisseur numérique ne comprend de toute façon plus rien. Il n'a plus ni le goût, ni l'envie d'être amoureux. À quoi bon, puisque tout se résume à jouir ? Il envie la croupe, la multiplicité des râles, la mise à disposition des corps collectifs, ou au mieux, pour ceux qui sont le moins atteints, la prédation sociale, la séduction comme art de la conquête pour renforcer un petit égo masculin insécurisé. Voilà ce qu'il active. Le reste n'est plus assez corsé. Il n'y trouve aucun plaisir vibrant. Il ne répond qu'aux sentiments les plus triviaux. Possession, domination, conquête et jouissance. L'amour est une toile qu'il ne parvient plus à comprendre et dont il finit logiquement par complètement se désintéresser. Vous trouverez dans mon dernier livre un chapitre entier dédié à cette crise d'insensibilité que nous sommes aujourd'hui tenus d'affronter de face. En voici un bref passage. Par un soudain coup de collier, venu d'une fierté froide, l'homme moderne a averti le monde qu'il ne se laisserait plus prendre au jeu de la romance. Le type humain vers lequel il tend doucement est un sociopathe élégant, de noir vêtu, secret et méticuleux, un calculateur intelligent, un génie du sentiment faussé. Qu'il ne s'étonne pas du malheur efficace qui progressivement l'entoure. Il appelle de ses vœux le rétrécissement de sa zone sensible. Entouré de son malheur, il préfère alors accuser le monde, plutôt que de cultiver à nouveau
une certaine innocence sur les choses. Pour conclure, j'aimerais parler un peu avec vous, avec ceux qui savent au fond d'eux que ce porno-monstre les réduit, mais qui ne parviennent pas pour autant complètement à sortir de l'attraction féroce qu'il exerce sur leur désir. On est ensemble. Commencez par dire un mot simple, mais qu'il faut dire. Addiction. Parce que vous n'avez pas à avoir honte de vous. Vous êtes pris dans un mécanisme numérico-psychique plus fort que vous, qui joue sur vos leviers internes les plus puissants, et ce parfois depuis le début de votre adolescence. Vous vous êtes construit sous le contrôle de ce monstre impersonnel, et il a fini, logiquement, par se fondre à l'intérieur de vous. Vous êtes victime oubliée, mise de côté sur le banc de l'histoire, celle dont personne ne se soucie vraiment. Mais voyez-vous, cette petite honte interne et secrète est partagée. Nous sommes des centaines de milliers, peut-être même des millions, à avoir été confrontés à cette tentation, à ce monstre secret et pourtant si commun. Cette bataille, au fond de vos draps, est une condition commune, soyez-en assurés. C'est la honte secrète de notre génération. Et si au moins cette vidéo a pu susciter chez vous une brève communion, alors je crois que j'ai réussi ma mission. En ce qui concerne la contre-attaque, eh bien, je ne peux en parler que de manière très subjective. Mais je vous dirais que les clés de votre sevrage ne se trouvent que dans le refus soudain, dans la rébellion par excès de souffrance. C'est un sursaut de fierté qu'il vous faut. En réalité, beaucoup des souffrances que nous endurons le long de nos vies ne partent qu'à l'instant où la douleur de se révolter devient moins coûteuse que le poids de votre renoncement. À ce moment-là, oui, vous déciderez soudainement de ne plus subir. Mais avant d'atteindre ce seuil critique, eh bien, j'ai bien peur que tout conseil soit au mieux un palliatif temporaire qui ne tiendra guère plus que quelques semaines. Je finirai tout de même avec un conseil. Lorsque cette petite tentation rampante viendra vous chatouiller l'esprit la prochaine fois, courez devant votre miroir et fixez-vous. Répétez-vous que vous valez mieux que ça, que c'est un vol, un larcin auquel vous n'êtes pas obligé de consentir. Alors je sais, vous raterez 1000 fois, mais un jour, le dégoût débordera de vous et vous y trouverez l'énergie d'un soudain claquage de porte. En ce qui me concerne, c'est bien la sensation d'être dépossédé, vidé d'une partie de moi et de brader mon énergie créative pour rien, pour quelques minutes de plaisir plastique minable, qui m'a fait sortir de cette prison du désir pulsionnel. Je n'en suis sorti qu'en développant pour lui une aversion profonde. J'avais la sensation que ce monstre me mettait en bordure de ma vie et de mon destin. Consentir à son mal, à sa routine minable et quotidienne, me rendait incapable de me regarder en face, au fond des yeux. J'avais la sensation de me vider de moi, que même mon royaume le plus intime et profond était exposé aux fluctuations du monde. J'étais pourchassé jusque dans mon repos solitaire le plus intime et secret. Et je vais vous dire, vous êtes plus que ce que le monde moderne cherche à faire de vous, ce petit jouisseur caché, compulsif et voyeur. Ne minimisez pas l'effet que ces centaines d'heures de plaisir impersonnel et simulé peuvent avoir sur vos êtres. Être dépossédé de soi. Je sais que la formule semble forte, mais je suis certain que l'on est énormément à connaître cette terrible sensation au fond du ventre, celle qui suit cette petite défaite du soir, ce renoncement invisible répété ad nauseum. Alors, je ne sais pas si c'est le seul chemin. Il en existe probablement d'autres techniques, d'autres outils, d'autres pensées pour vous sortir des griffes de ce monstre. Je sais juste que celle-ci a fonctionné pour moi. Aller jusqu'au point de rupture, me dégoûter du mal plutôt que de moi, et ne jamais accepter d'être dépossédé de mon désir et de ma force. Le monde a besoin de vous,
de votre énergie secrète, de votre fougue, de votre insoumission et de votre panache. Être l'esclave de mécanismes industriels du désir, c'est ravager vos jardins secrets, c'est saboter votre puissance amoureuse et créative. Autant de renoncements dont je ne peux pas simplement concevoir que nous nous accommodions si gentiment. Alors, anomalisez-vous, disparaissez du monde et prenez le temps de développer une contre-attaque contre ces outils. Je crois que ce premier livre est une manière pour moi de vous fournir la porte d'entrée de ce long cheminement intérieur, celui de la petite révolte poétique de ceux qui n'acceptent plus d'être amputés d'eux-mêmes. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui sont pris dans cette tourmente difficile de la manipulation de leurs propres désirs. Vous n'êtes pas seul et je vous invite, pour ceux que ça intéresserait, à laisser un commentaire. Pour ceux qui s'en sont sortis, pour ceux qui sont pris dans ce flot difficile, vous n'êtes pas seul et j'espère que cette vidéo a pu au moins vous donner un peu d'air dans cette tornade difficile. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, au revoir.